Alors, ma session s'appelle « Comment la culture peut masquer la violence faite aux femmes ». Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Alors, la violence faite aux femmes constitue une violation des droits fondamentaux. Elle existe dans tout le monde entier, dans toutes les cultures, dans toutes les conditions sociales, dans toutes les conditions économiques. On peut dire que la violence faite aux femmes est transsociale, transculturelle et transcultuelle. Et cette violence, elle est dirigée, bien entendu, par le sexisme. Elle est constituée de quoi? De maltraitance, de rapports sexuels contraints, de coups. Et c'est le compagnon qui est le plus souvent en cause, mais parfois également d'autres hommes de la famille. Ça va bien au-delà, mais ce sont les plus fréquents. Alors le genre, quand on parle du genre, quand on parle de sexisme, le genre, c'est une spécificité sociale des individus dans leur communauté et dans leur culture en fonction de leur sexe. Et en France, Simone de Beauvoir a écrit en 1949, en clin d'œil à Erasme qui avait écrit « On ne naît pas homme, on le devient », Simone de Beauvoir écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Alors voilà deux cartes extrêmement intéressantes. La première carte est celle des pays où l'avortement est libre et les pays où cet avortement n'est pas libre ou alors a lieu sous conditions. On voit les différences extrêmement importantes entre l'Amérique du Sud, l'Afrique et tous les pays d'Europe. Et on voit qu'en Europe, nous ne sommes pas tous au même régime. Et on voit que, par exemple, l'Irlande, vous voyez, est un pays où l'avortement n'est pas libre. Et puis, la deuxième carte est extrêmement intéressante également. C'est une carte sur les inégalités de salaire. Dans les échelles de couleurs qui sont données, on s'aperçoit qu'aucune de ces échelles de valeur ne va à l'égalité complète, à 100%. Alors on voit les pays où les salaires sont le plus près entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. Mais on voit qu'il y a d'autres pays, et d'autres pays où on se fournit énormément en vêtements, par exemple, que l'on va acheter tous les jours dans les magasins en France, des pays où les femmes sont payées moitié moins cher que les hommes. Donc cette carte est extrêmement intéressante et on voit que les zones les plus vertueuses, on va dire, sont les plus faibles en nombre au niveau de l'échelle de la planète. Alors, si on revient sur l'avortement, on va dire la France, c'est un pays quand même où Simone Veil a fait les choses bien, il y a l'avortement accessible, et une femme qui avorte, c'est quelque chose d'assez banal. Mais voilà deux histoires où on s'aperçoit que ça peut être aussi quelque chose de pas si banal que ça. Marie, 32 ans, a toujours désiré un enfant, elle est enfin enceinte. Elle vient me consulter en pleurant. Son conjoint n'assume pas et lui demande autoritairement de se faire avorter. Autoritairement. Elle a déjà pris le rendez-vous demain au centre d'IVG. Le sexisme a frappé. Et puis cette autre histoire dont j'ai été témoin il y a quelques semaines, une jeune femme, Jeanne, 28 ans. Cette jeune femme a perdu son bébé à la naissance il y a un peu plus d'1 an. Elle fait un remplacement depuis 2 mois de secrétaire et elle espère beaucoup être prise à temps plein pour ce poste. Et puis, elle vient me voir en me disant, elle est à nouveau enceinte, je ne vais pas pouvoir garder ce bébé parce que j'ai très peur que ce poste-là, on ne me le donne pas à cause de ma grossesse. Et elle envisage, à cause de ce sexisme, à nouveau de se faire avorter. L'excision, c'est un problème qui nous paraît très exotique, mais qui ne l'est pas tant que ça, vous allez voir. En 2013, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le CNCDH, a réaffirmé son engagement dans la lutte contre l'excision. Et il a écrit cela, au-delà des questions de culture, au-delà des questions de tradition, les mutilations sexuelles féminines constituent de graves atteintes à l'intégrité physique de la personne. Nul droit à la différence, nul respect d'une identité culturelle ne saurait légitimer des atteintes à l'intégrité de la personne. Ce sont des traitements criminels. Et c'est vrai que l'excision est vraiment une forme extrême de discrimination à l'égard des femmes. On a une violation des droits de l'enfant, une violation des droits de la santé, une violation à la sécurité et une violation à l'intégrité physique. Voilà la carte de l'excision dans le monde.
Il faut savoir que les chiffres que nous a donnés Dominique tout à l'heure étaient déjà effrayants. Et sur l'excision, ils sont absolument dramatiques, puisque dans le monde, 6 filles sont excisées chaque minute. Amusez-vous à compter combien de petites filles ont été excisées depuis que l'on a débuté cette session. Donc voilà la carte de la répartition des excisions. Il y a des choses qui surprennent les gens. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en Égypte, quasiment 100% des femmes sont excisées. On s'aperçoit qu'en Afrique, les choses bougent. Et on verra tout à l'heure qu'en effet, dans des pays comme le Togo, comme le Bénin, les choses bougent de façon extrêmement positive. Mais il y a encore des pays comme le Mali, où les chiffres sont extrêmement importants. Et puis, il y a d'autres pays qu'on connaît moins où l'excision est pratiquée. L'Inde, par exemple, est un pays où l'excision est pratiquée. Vous voyez qu'au Pérou également. Et puis, on va voir ce qui se passe en France également. Alors, voilà une carte extrêmement intéressante qui montre une étude qui a été faite. C'est le pourcentage de femmes et d'hommes qui pensent que cette pratique doit s'arrêter. Et comme je vous le disais, au Togo, au Niger, on s'aperçoit que près de 100% et des hommes et des femmes, les femmes sont représentées en bleu, les hommes sont représentés en vert, les femmes sont représentées en bleu, que pratiquement 100% au Togo, des hommes et des femmes pensent que ces pratiques doivent s'arrêter. Par contre, à l'autre extrémité, si on regarde ce qui se passe en Mauritanie, on s'aperçoit que simplement 50% des femmes pensent que cela devrait s'arrêter et à peine 20%, 15% des hommes pensent que cette pratique devrait s'arrêter. On voit un petit peu comment les femmes sont considérées dans ce pays. Et chose encore plus surprenante, et c'est là où on voit que la culture est extrêmement importante et qu'elle peut masquer les choses. Au Sierra Leone et en Guinée, on a cette particularité, c'est qu'il y a plus d'hommes qui souhaiteraient que cette pratique s'arrête que de femmes. Et on voit que les choses ne sont donc pas si simples que ça. L'excision n'est pas liée du tout non plus à des pratiques religieuses. Alors, quand la culture devient plus forte que la raison, ça nous concerne, nous, au quotidien. À l'approche des vacances, le retour de certaines jeunes filles dans leur pays d'origine constitue un moment propice au risque d'excision, au risque de mariage forcé. Et cette exposition, elle est imposée par les parents. Et quand elle n'est pas imposée par les parents, quand ceux-ci y sont opposés, il arrive, malheureusement pas si rarement que ça, qu'ils cèdent à la pression familiale une fois de retour au pays. Alors, que peut-on faire? Comment peut-on être actif dans cette chose-là? Cette affiche, vous l'avez peut-être rencontrée sur la campagne qui avait été menée il y a quelques années. Que faire en cas de mutilation ou de péril imminent de mutilation? Alors, les choses sont bien cadrées. Il y a un article, l'article 226-14 du Code pénal, qui dit que la loi autorise la levée du secret professionnel. La loi autorise la levée du secret professionnel lorsqu'un médecin ou tout autre professionnel de santé constate qu'une mutilation sexuelle a été commise ou va être commise sur une mineure. Les professionnels peuvent être condamnés pour non-assistance à personne en danger. Ça, c'est extrêmement important à connaître également. Et donc, ce professionnel de santé, il a une obligation de signalement lorsque le péril de la mutilation est imminent, ou alors lorsqu'il constate qu'une fillette vivant sur le territoire français a été mutilée. Alors, avant de faire un signalement, il faut en informer les parents. Il faut savoir, je vous le répète, que ceux-ci subissent souvent des pressions familiales importantes. Il faut savoir également que si on soupçonne le moindre risque pour une fillette de se faire mutiler, il faut immédiatement faire un signalement. Le signalement, on va le faire à la PMI, qui suivra l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, et si le risque de mutilation paraît extrêmement important, dans ces cas-là, il faut également faire un signalement judiciaire. Ce signalement peut être effectué auprès du juge pour enfants, auprès du procureur de la République, auprès du tribunal de grande instance, du service départemental d'aide sociale à l'enfance et à la DAS. Alors la prévention, il faut que nous ayons toujours un regard vigilant sur les enfants que l'on reçoit en consultation. Alors il faut être particulièrement vigilant lorsque l'on constate une discordance entre le discours de l'enfant et celui des parents sur l'objet de leur voyage, lorsque les parents éludent la question du soignant sur l'objet du voyage de l'enfant, lorsqu'il y a un départ qui n'était pas prévu, un départ précipité en dehors des vacances scolaires.
sans qu'il y ait de motif sérieux. Il n'y a pas de parent qui est décédé ou malade au pays, par exemple. Lorsque c'est un enfant non scolarisé, sans projet particulier, sans date de retour. Lorsque c'est des enfants qui posent des questions sur le pays où ils se rendent, qu'ils ne semblent pas connaître. Et puis, il faut être attentif également à une attitude non bienveillante des parents par rapport à l'enfant. Des pleurs faciles attireront notre attention, des pleurs inexpliquées, des peurs inexpliquées également. Et puis, également être attentif à un état de santé médiocre, un état général médiocre, une fatigue, une pâleur, des malaises, des mollissements, etc. Bon, il faut toujours avoir cette idée en tête, bien entendu. Alors, bien entendu, il faut former les professionnels de santé, et particulièrement nous, médecins généralistes. Il faut former les médecins sur les cultures différentes pour savoir chercher, reconnaître des mutilations sexuelles, pour en parler. Il faut peut-être en parler précocement, pour en faire de l'information, pour faire de la prévention. Je vous citais juste une phrase qui a été écrite par Séverine Offray, qui est une professeure agrégée de philosophie, qui disait dans un bouquin qui s'appelle « Des couteaux contre des femmes de l'excision », lorsqu'une coutume traverse les ethnies, les classes sociales, les formations économiques, les religions, les continents, ce n'est plus une coutume, c'est une politique. Admettons qu'une coutume ne se juge pas, du moins de l'extérieur, une politique inversement se juge et se combat de l'extérieur comme de l'intérieur. Alors on a l'impression que c'est très loin l'excision, mais juste un petit rappel de ce qui se passait au niveau européen et de ce qui se passait récemment aux États-Unis. Alors, à l'époque victorienne, on pratiquait la lobotomie pour vaincre des délires paranoïaques et autres maladies psychiques, mais il faut se rappeler quand même qu'au début du siècle dernier, on pratiquait l'excision pour combattre l'hystérie et la nymphomanie. C'est pas si loin que ça. Alors, vous avez dit culture. Dans beaucoup de cultures, les femmes considèrent la maltraitance domestique comme un problème exclusivement privé. Pour ne pas entacher l'honneur de la famille, on ne dévoile pas ce qui s'y passe. Et pour certaines cultures, l'honneur de l'homme est lié à la pureté sexuelle des femmes de sa famille. Si une femme est souillée sexuellement, que ce soit à la suite d'un viol ou d'une relation sexuelle en dehors du mariage, on considère qu'elle va salir l'honneur de la famille. Alors c'est pour ça que j'ai mis cette petite phrase en bas, « quid de la demande de certificat de virginité ». Ça pourrait faire l'objet de toute une session sur un congrès comme celui-ci. Et je pense que ce serait intéressant de le faire, de le refaire, on l'a déjà fait. Alors, que dit le Conseil national de l'ordre des médecins? Je vous ai mis le texte des conseils du Conseil national de l'ordre des médecins à propos du certificat. Il dit qu'il considère que n'ayant aucune justification médicale et constituant une violation du respect de la personnalité et de l'intimité de la jeune femme, notamment mineure, qui est contrainte par son entourage de s'y soumettre, un tel examen ne relève pas du rôle du médecin. Celui-ci doit donc refuser l'examen et la rédaction d'un tel certificat qui nous paraît contraire à la dignité de la femme. Et l'attitude qui consisterait à ne pas examiner la jeune femme et à certifier qu'elle est vierge alors qu'elle ne l'est pas serait une faute, car le code pénal sanctionne les faux certificats. Alors, bien entendu, tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faudrait vraiment travailler dessus pendant longtemps, parce que tout le monde a des histoires, tout le monde a des comportements un petit peu différents. Il faut qu'on puisse échanger là-dessus, mais il est important de connaître les textes de loi par rapport à cette demande de certificat de virginité. Alors, pour terminer, je voudrais vous citer une étude faite par des médecins généralistes, faite en Europe, puisque c'est une étude grecque qui a été faite par des Crétois, par le docteur Theodoros Vassipoulos, le docteur Chrysanthi Tatsi et Dionysos Vartalis. C'est une étude assez récente qui a été menée entre 2012 et 2014 auprès de victimes de violences et abus dans des centres de santé, où ils se sont intéressés à 4 items, aux caractéristiques démographiques, bien entendu, des victimes, du mari, des partenaires, aux qualités des relations dans le couple, à la description d'un éventuel incident de violence, à la perception et aux attitudes des participants sur la violence domestique, et enfin à l'histoire de la violence de la famille d'origine en tant que témoin ou alors en tant que victime. Alors, je passe cette diapo parce qu'on est un petit peu pressé pour vous donner les résultats. Et vous allez voir que ces résultats sont extrêmement intéressants, puisqu'ils ont mené cette étude en zone rurale et en zone semi-urbaine. Et on voit que là, en effet, la culture a un impact extrêmement important. En zone rurale, à peu près la moitié des femmes et la moitié des hommes en zone rurale avaient terminé leurs études secondaires.
alors qu'on voit qu'en zone semi-urbaine, il y en avait 7 sur 10, aussi bien pour les hommes ou les femmes, qui avaient terminé leurs études secondaires. En zone rurale, il y avait simplement 2 femmes sur 10 qui avaient un emploi pour 6 hommes sur 10 en zone rurale. Et en zone urbaine, on s'aperçoit que là, on avait une égalité, on avait quasiment 7 femmes et 7 hommes sur 10 qui avaient un travail en zone rurale. Et concernant les violences, il est intéressant de voir qu'en zone rurale, 93, donc presque 100% des femmes en zone rurale n'étaient pas conscientes des cas de violence domestique. Alors qu'en zone urbaine, la moitié des femmes, simplement, mais quand même, la moitié, n'étaient pas conscientes de ces violences familiales. D'accord ? En zone rurale, toujours, ça c'est assez troublant et vrai, 9 femmes sur 10 se considéraient comme responsables de ces violences. 9 femmes sur 10. Et en zone urbaine, on aurait pu penser que c'était moins par rapport aux autres chiffres que l'on avait. Eh bien, on a 7 femmes sur 10 qui se considéraient comme responsables également. Donc, ça nous donne vraiment à réfléchir. Et on voit bien que cette violence, elle est en effet transsociale, transculturelle. Et puis, dernière diapo, dans un autre coin du monde, au Népal, et c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment, depuis des siècles, la shopathie est pratiquée au Népal. C'est quoi la shopathie ? Eh bien, durant leur menstruation et également dans la période qui suit l'accouchement, les femmes sont isolées du groupe. Elles sont enfermées dans des réduits de la taille d'une petite niche en dehors de la maison, que ce soit l'été, l'hiver, peu importe, car elles sont considérées comme impures. Et cette pratique, qui touche beaucoup de gens au Népal, normalement a été abolie en 2005, mais malheureusement, il y a beaucoup de villages au Népal où elle est encore pratiquée quasiment à 100%. Donc il est important de bouger par rapport à ça. Et voilà une photo d'une de ces femmes dehors. Et c'est vraiment extrêmement triste, extrêmement troublant de voir ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je veux juste rajouter une petite information extrêmement récente. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent la BBC, mais hier, ils ont diffusé un document sur un combat de sumo qui a eu lieu. Et lors de ce combat de sumo, l'arbitre a eu un malaise. Et il y a une femme qui était spectatrice, qui est montée sur le tapis de sumo pour donner des soins. Et on lui a fait comprendre, une fois qu'elle avait donné ses soins, que le tapis était désormais impur, qu'on ne pouvait plus jouer sur ce tapis parce que la femme avait rendu impur le terrain de sumo et ils ont dû mettre, c'est leur pratique, mis du sel. Quand on met du sel, on rend le terrain pur. Et ça, c'était avant-hier que ça s'est produit. Voilà, merci. Nous avons dû